Bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis ravi d'être ici avec vous. Alors, je vais essayer de ne pas trop parler de médecine ou de santé parce que je ne suis pas médecin, mais pas du tout. Je suis le technologue de la bande aujourd'hui. Et en fait, je vais essayer plutôt de vous parler d'innovation et de la manière dont, effectivement, l'innovation peut venir nourrir les différents sujets qui nous intéressent et aujourd'hui la santé. Donc, juste après, d'ailleurs, je vous laisserai mon LinkedIn parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger après les conférences. Et je vais vous parler un petit peu justement de la manière dont on peut organiser l'innovation et redéfinir un petit peu aussi ce que c'est que l'innovation. Pour moi, ce qui est très important en matière d'innovation, c'est que l'innovation est effectivement le fait d'apporter quelque chose de nouveau et quelque chose qui fait progresser un outil, un service. En tout cas, il y a forcément un progrès derrière l'innovation. Mais ce qui me paraît très important, c'est que l'innovation doit rejoindre son marché. Rejoindre son marché, ça veut dire que on ne fait pas uniquement de la recherche où on ne trouve pas des choses qui pourraient être intéressantes, dont on démontre qu'elles pourraient fonctionner. Vous notez bien le conditionnel dans ce que je suis en train de dire, mais on fait en sorte que tout ça ne reste pas hors sol, mais effectivement rejoigne bien son marché. Et vous voyez un petit peu la complexité qu'il y a de passer de l'idée à la réalisation qui rejoint son marché. Ça, c'est vraiment ce qui est compliqué à mettre en place dans une organisation qui se veut faire de l'innovation. Alors, pourquoi je peux parler un petit peu de cela aujourd'hui? Parce que dans mon groupe GFI, notre idée, ça a été de dire comment est-ce qu'on fait de l'innovation de manière à créer des choses qui sont effectivement nouvelles, mais qui effectivement viennent également rejoindre leur marché. Alors, on a créé des équipes qui sont dédiées. Ce sont des équipes qui sont composées de chercheurs. Alors, pour le coup, pas de chercheurs en santé, bien que, vous allez voir, je vais y revenir un petit peu dans mes exemples, donc des gens qui sont mesurés sur la qualité de leur recherche, sur le nombre de papiers scientifiques qui publient, sur le nombre de conférences de classe A étoile, qui peuvent mettre en place, et donc le partage aussi des recherches qu'on peut avoir dans les différents sujets que je vais évoquer par la suite. Donc on a aujourd'hui 7 labs qui sont ouverts, le dernier en date étant en Varsovie, et le prochain en début d'année prochaine. Et je suis ravi de le dire, comme vous le voyez, le petit point blanc encore un petit peu en bas là, vous avez reconnu, donc Casablanca, on ouvrira à Casablanca sur le premier semestre de 2020, et je serai donc ravi d'avoir une équipe qui va faire de la recherche et de l'innovation et produire des nouveaux services et produits d'innovation au Maroc et de manière complètement connectée avec les écosystèmes marocains. Alors en fait, pour parler un petit peu d'innovation, souvent, moi je vais faire un petit peu le contraire. Souvent on dit c'est le métier qui prime, et puis en fait la technologie est au service du métier. Alors comme je suis un technologue, je prends aussi le sujet parfois en sens inverse en me disant que finalement les cas d'usage qui sont créés dans tous les métiers, je ne parle pas que de santé encore, sont souvent en fait liés à des problèmes qu'on peut avoir, à des besoins d'optimisation, à la nécessité de créer des nouveaux services. Et en fait, ces problèmes qui créent avec de la technologie des cas d'usage, souvent, moi je pense que les experts métiers font tout ce qu'il faut pour créer tous les cas d'usage possibles et imaginables. Et d'ailleurs, en général, quand ils sont bloqués, c'est pas par leur connaissance à eux en tant qu'experts, c'est parce que justement, il leur manque le petit déclencheur technologique supplémentaire qui fait que, ça y est, on va pouvoir trouver un nouveau cas d'usage. Et c'est vrai dans tous les métiers. C'est-à-dire que si je parle à des industriels, je vous promets que quand un industriel est bloqué et qui ne sait plus optimiser son process, etc., c'est qu'il lui manque le petit déclencheur qui va lui permettre de passer le cap. Alors des fois, le petit déclencheur, c'est pas un si petit déclencheur que ça. On va reparler d'intelligence artificielle, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle en est là où elle en est. Enfin, moi, quand j'étais à la fac et que j'étudiais les réseaux de neurones, il y a de ça une bonne trentaine d'années, et on parlait déjà de réseaux de neurones.
je peux vous dire qu'en fait, ce qui faisait que les réseaux de neurones ne faisaient pas ce qu'on leur fait faire aujourd'hui, c'est parce qu'on manquait de puissance de calcul. On n'avait pas le cloud, en l'occurrence, qui permet effectivement de lever ces puissances de calcul d'un seul coup, quand on en a besoin. Et puis surtout, on n'avait pas les électroniques, les cartes et les puces qui permettent de faire les calculs qu'on fait faire aujourd'hui à ces réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones, quand on voit ce qu'on leur fait faire aujourd'hui, je peux vous dire qu'effectivement, toute cette puissance de calcul, elle fait la différence aujourd'hui. Ce sont ces nouvelles technologies qui créent l'innovation, les nouveaux cas d'usage qu'on voit aujourd'hui et dont on va parler. Alors, l'intelligence artificielle, justement, je vais vous parler de plusieurs exemples de ce qu'on peut trouver en intelligence artificielle. Maintenant, je vais plonger un petit peu dans la partie techno. Quel est le rapport entre cette image que je suis en train de vous montrer, qui est une analyse, en l'occurrence, d'un pain de colle qui est fabriqué par un chimiste qui fabrique de la colle qui est utilisée, par exemple, pour faire les couches culottes, etc. Donc il fabrique des pains de colle comme cela, et il a un problème de production parce qu'en fait, il est obligé d'avoir des gens qui, toute la journée, prennent à bout de bras le pain de colle, regardent s'il n'y a pas de défaut de fabrication, le reposent sur la chaîne. Ils en sortent un par seconde. Vous imaginez un petit peu la pénibilité, etc. Aujourd'hui, grâce à l'analyse d'images, donc grâce au réseau de neurones profonds, on arrive à détecter des défauts. Et là, vous le voyez sur la droite, par exemple, on arrive à détecter des défauts et on a quasiment 100% de détection des défauts sur ces pains de colle. Là, je suis dans l'industrie. Alors pourquoi je parle d'industrie? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant en transformation digitale, c'est de faire des croisements entre justement toutes les industries. Et quand on en arrive à un moment où on doit se dire, eh ben, je vais faire dans le domaine de la nanopathologie, la napat, pour parler comme les spécialistes, quand je dois justement prendre des coupes de tissu et aller regarder par exemple ce qu'il y a à l'intérieur de cette coupe de tissu et essayer de vérifier si on est face à une pathologie particulière, etc., bah, en fait, vous voyez bien que ce que j'ai raconté juste avant, je peux utiliser exactement les mêmes technologies, C'est tellement vrai, exactement les mêmes technologies, que les réseaux de neurones qui sont utilisés juste dans le cas précédent sont extrêmement proches de ceux qu'on va utiliser en nanopath, justement. Extrêmement proches. Donc vous voyez, c'est intéressant de regarder lorsque certaines industries ont déjà levé des problématiques. Dans le monde des startups, on dit quand on a craqué le problème, lorsqu'on a levé ces problématiques, comment est-ce qu'on peut réutiliser ça? Il y a des choses qui se font en santé et qui pourraient être utilisées dans d'autres secteurs d'activité. Il y a des choses qui se font dans, par exemple, l'industrie et qu'on peut utiliser en santé. En tout cas, ces technologies derrière, elles se nourrissent de l'ensemble des industries. Et c'est toujours très intéressant d'avoir des panels d'industriels qui vont discuter ensemble, ou d'industries différentes qui vont discuter ensemble pour voir comment ils ont réussi à lever ces problèmes. Alors là, je parle un petit peu des réseaux de neurones profonds, mais il y a d'autres choses qui existent également en intelligence artificielle, sans parler du tout de data, comme j'ai pu en parler auparavant, et des réseaux de neurones, ce qu'on appelle les algorithmes par renforcement. Est-ce que vous connaissez une société qui s'appelle Boston Robotics? Boston Robotics, qui font, entre autres, ce robot que vous voyez là. Je vous invite à aller regarder, c'est très simple de les trouver sur YouTube. C'est très impressionnant ce que ces robots sont capables de faire. Ils sont capables de marcher, de sauter, de se déplacer avec une agilité qui est quasiment supérieure à celle d'un être humain. C'est même... regardez, moi personnellement, ça peut même me faire peur en fait, parfois. Comment ça fonctionne? Eh ben, derrière, il y a ce qu'on appelle des algorithmes qui sont des algorithmes d'apprentissage par renforcement. En gros, on crée une maquette numérique, donc on met tout ce qui correspond à ce robot, la physique du robot, etc., dans un ordinateur, et puis on va lui faire essayer toutes les possibilités pour résoudre un problème. Résoudre un problème, ça peut être, par exemple, pour un robot à quatre pattes, de se lever, ou d'éviter de tomber ou de se rattraper dans n'importe quelle situation. Et c'est dans la mémoire de l'ordinateur qu'on va essayer toutes les possibilités, toutes les situations, jusqu'à arriver à un résultat. Donc en fait, on lui fait apprendre très rapidement par l'échec.
par la réussite et l'échec. Mais finalement, regardez ce qu'on fait au niveau de la robotique. Tant qu'on est capable de faire un jumeau numérique de quelque chose, alors on peut utiliser ce genre d'algorithme. Le futur de certaines recherches en matière de santé, c'est là aussi. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'empêche aujourd'hui d'imaginer faire des jumeaux numériques de tout ce qu'on peut imaginer, et notamment de l'anatomie, pour ensuite venir modéliser et, via des algorithmes par renforcement, accélérer la résolution de scénarios via du virtuel. Donc vous imaginez que cette accélération dont François parlait juste avant, cette accélération dans le nombre de découvertes qu'on va avoir dans les prochaines années, il est lié aussi au fait qu'on va généraliser ce type d'algorithme et de technologie pour aller encore plus loin. Alors, autre exemple, la computer vision. Tout à l'heure, j'ai parlé de computer vision en vous montrant ce qu'on faisait avec des algorithmes de deep learning. Regardez ici une expérience qu'on réalise actuellement avec l'hôpital Bichat, les hôpitaux nord-parisiens, où effectivement on essaie de détecter, et c'est un cas qui arrive très souvent, hein, les chutes des patients dans leur chambre. Évidemment, on peut réappliquer ça à la maison. En fait, l'idée, c'est de savoir détecter une chute de manière quasiment certaine avec une caméra. Au départ, on a travaillé sur la déformation, sur la vitesse de déformation du corps, pour pouvoir arriver à faire ce genre de choses. D'ailleurs, il n'y a pas d'intelligence artificielle là-dedans, dans la vitesse de déformation du corps. Ce sont des calculs de physique. Mais par contre, là où l'intelligence artificielle nous apporte quelque chose de certain, c'est qu'elle nous permet de placer, vous voyez, vous avez vu sur toutes les images qui viennent de défiler, le squelette de la personne. L'intelligence artificielle nous permet, donc les réseaux de neurones, là en l'occurrence, nous permettent de replacer les points sur les corps. On continue à travailler sur de la physique, vitesse de déformation du squelette, là en l'occurrence, du coup on est beaucoup plus précis et on a une détection de chute quasiment à 100%. C'est ça qui est quand même aussi intéressant. Alors ça pose un sujet ici, c'est ce qu'on appelle l'acceptance. Est-ce que les gens vont accepter dans leur chambre d'avoir une caméra qui les suit, même si c'est pour leur bien? On fait des tests actuellement sur ce genre de sujet. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que le patient, en tant que tel, il va accepter, avec peut-être des questions parfois, ce genre de dispositif. Par contre, c'est vrai que les gens, le personnel médical, lui, accepte beaucoup moins le fait qu'il y ait ce type de dispositif à l'intérieur des chambres. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on arrive maintenant... mes équipes ont dernièrement mis en place la même chose avec des caméras thermiques ou infrarouges, ce qui fait qu'on ne voit plus le visage, on ne reconnaît plus la personne. Par contre, on est toujours capable de faire ce genre de choses. Alors, après, des cas d'exemple, j'en ai beaucoup. Je peux vous parler de ce qu'on peut faire autour de l'intelligence artificielle appliquée au langage, ce qu'on appelle le NLP, pour le processing du langage naturel. J'ai un exemple actuellement d'une start-up que je suis en train d'accompagner, avec laquelle on travaille sur des chatbots, donc du traitement du langage naturel, parce qu'en fait, ces gens-là discutent avec des personnes qui viennent d'arriver en France, qui sont souvent de langues extrêmement diverses, et ils essaient de faire de la détection de l'hépatite et du virus HIV. Et en fait, il y a des premières discussions qu'ils doivent avoir avec eux, et parfois dans des langues que le médecin ne maîtrise pas. Donc pour pouvoir préparer en fait la rencontre avec le médecin, on met en place effectivement des FAQ, enfin des questionnaires et des réponses qui sont accompagnés dans le langage de la personne qui va être consultée. On a aussi, on parlait de maladies chroniques. Aujourd'hui, c'est vrai que les personnes qui sont isolées et qui sont face à des maladies chroniques, et finalement, on a plein de plateformes qui existent aujourd'hui qui permettent de faire de l'intermédiation entre ces différentes personnes, mais aussi les médecins, mais aussi des gens qui vont être des accompagnants. Ça fait longtemps
qu'on connaît le fait de pouvoir étudier la structure de la salive pour connaître la fécondité ou la période de fécondité chez une femme. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on peut créer des appareils qui sont extrêmement simples à mettre en place et qui s'appuient sur la computer vision, ce dont je parlais tout à l'heure, pour faire une étude des cristaux de sel qui sont justement dans la salive et qui permettent de voir ce type de période. Donc, en fait, ça, c'est quand même très intéressant parce que toutes ces technologies, elles permettent effectivement de changer, de trouver des cas d'usage qui sont extrêmement nombreux. Alors, j'ai parlé d'intelligence artificielle, mais quand même, il y a 2-3 autres exemples que je voudrais mentionner ici. Les objets connectés, le suivi du patient à l'hôpital, par exemple, en post-opératoire, finalement, plutôt que d'avoir tout un tas de matériel qui soit monopolisé en post-opératoire, et toujours à l'hôpital Bichat, d'ailleurs, je travaille avec le professeur Nataf, qui est un chirurgien cardiaque. En post-opératoire, souvent, ils équipent les gens pendant 48 heures pour les suivre de manière extrêmement précise suite à une intervention à cœur ouvert. Après 48 heures, en général, on enlève les appareils et on garde le patient en observation. Patrick Nataf, un jour, me dit le problème, c'est que dans cette période-là, parfois, on en perd. Alors, pour un informaticien, parfois, on en perd. Au départ, on se dit, mais qu'est-ce qu'on perd en fait pour les gens qui travaillent dans la santé, en fait, vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'après 48 heures, si vous n'avez plus un équipement total qui dit que d'un seul coup, le cœur vient de s'arrêter, parfois, en fait, parce qu'il n'y a pas tout le monde, quelqu'un qui passe dans la chambre tout de suite, l'issue est fatale. Et finalement, on s'est rendu compte qu'avec très peu d'équipements supplémentaires, des équipements qui ne sont pas forcément très chers, on arrive à avoir d'abord cette surveillance après les 48 heures, mais aussi finalement à éduquer le patient à utiliser du matériel comme celui que je suis en train de vous montrer là, qui est relativement simple, sur lequel on a travaillé justement sur des interfaces qui sont des interfaces qui permettent aux patients, et derrière il y a beaucoup d'écrans, il y a beaucoup de formations, d'accompagnement au changement, etc., de se prendre en charge lui-même, et ensuite finalement, pour aller dans le sens de l'ambulatoire, finalement de quitter plutôt l'hôpital, et parfois c'est une bonne chose, pour rentrer chez lui et continuer à se suivre tout en restant en contact avec son médecin. Donc l'IoT, il y a effectivement énormément de cas d'usage autour de l'IoT qui ne sont pas forcément liés à l'intelligence artificielle. Un dernier exemple, en fait, les technologiques. Je vous montre ici, en fait, une expérimentation qu'on a fait justement toujours avec le même professeur. Vous voyez que ce que vous voyez là, c'est un casque de réalité augmentée. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin peut voir ce qu'il est en train de faire. Ce sont des caméras en fait qui lui permettent de voir ce qu'il est en train de faire, et il a un retour d'image donc à l'intérieur du casque. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ensemble des gestes qu'il pratique, vous le voyez sur l'écran qui est derrière, est capté de manière extrêmement précise. Vous allez le revoir après sur l'écran, parce que je crois que la vidéo est en boucle. Donc là, voilà, vous voyez de manière extrêmement précise les mains qui sont dessinées. Pourquoi ? Parce qu'on fait la captation mais de l'ensemble des gestes qui sont pratiqués, de manière ensuite à pouvoir les analyser, à pouvoir faire du lean appliqué à la chirurgie. Vous savez, le temps qu'il faut pour former un chirurgien cardiaque, pour le coup, ce sont souvent des gens qui ne pratiquent pas ce type d'intervention avant au moins leurs 45 ans. Et donc, en fait, il faut énormément de temps pour devenir chirurgien cardiaque. Et le but, en fait, de ce genre d'expérience, c'est d'accélérer la formation, justement, des chirurgiens cardiaques. La formation, mais pourquoi pas aussi l'assistance à distance, parce qu'on va y venir, parce que la promesse de la 5G, parce que ce type de dispositifs vont nous permettre justement d'avoir des assistances à distance de la part des spécialistes qui pourront venir aider d'autres spécialistes et permettre justement d'avoir des gestes et des mouvements qui sont encore plus précis et de meilleure qualité.